Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Christian. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du fucosyl-lactose. Alors, à quoi ça sert? Dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir le conseiller à nos patients? Je te passe le flambeau et science, ça tourne. Parfait. Et oui, aujourd'hui, donc on va parler donc du fucosyl-lactose. Alors, ce fucosyl-lactose, c'est un HMO, donc pour Human Milk Oligosaccharide. Donc, c'est un sucre en fait, un oligosaccharide qu'on retrouve du coup en abondance dans le lait maternel, d'où le nom Human Milk Oligosaccharide. Donc, on le retrouve aussi donc sous le nom de 2'-FL ou 2'-fucosylactose. Donc voilà, ça réfère à la même chose. Et donc, ce sucre-là, c'est un trisaccharide, c'est-à-dire qu'il est composé de trois autres sucres, et donc de fucose, de galactose et de glucose. Et ce sucre-là, donc le fucosylactose, il nécessite une enzyme appelée FUT2, hein, donc on entend beaucoup parler, on y reviendra après, Cédric. Et donc ce FUT2, cette enzyme-là, est nécessaire pour la synthèse de ce sucre. Donc on va parler lait maternel et fucosylactose. Donc il faut savoir que d'une manière générale, la famille des HMO, donc Human Milk Oligosaccharides, c'est le troisième composant le plus abondant du lait maternel. Les concentrations donc du coup des HMO, elles varient de 5 à 20 grammes par litre dans le lait, et on en a beaucoup donc dans le colostrum, on monte jusqu'à 20 grammes par litre. Donc, le colostrum, c'est le premier lait des premiers jours. On a identifié voilà, plus de 150-200 HMO dans le lait maternel, donc il y en a vraiment en grande quantité. Le fucosylactose fait partie, on va dire, c'est un sucre parmi tous les autres qu'on peut retrouver. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le fucosylactose, c'est le plus abondant de tous les HMO, qui représente 20 à 25%. Et ces HMO-là, ces sucres-là, il faut savoir qu'ils sont peu absorbés, hein, et ils atteignent à 99% le côlon, et c'est là où, où en grande partie ils vont être utilisés par les bactéries du microbiote. Donc ils vont un peu se comporter comme une fibre prébiotique en fait. Alors un petit zoom sur la FUT2, donc cette fucosyltransférase, on appelle aussi alpha 1,2 fucosyltransférase, et donc cette FUT2, elle a pour rôle de transférer donc un sucre qu'on appelle le fucose sur un substrat. Et en fait, quand on a une molécule de galactose liée au glucose et qu'on transfère un fucose, c'est là où on obtient le fucosylactose. Donc la FUT2 va former ce sucre-là en transférant ce groupement fucose sur le galactose et le glucose, et on a ce fameux sucre qui est le fucosylactose. Et donc il faut savoir qu'il y a 20% des individus qui sont FUT2 non sécréteurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un statut homozygote, ça veut dire qu'ils ont en fait les deux allèles du gène qui sont mutés. Donc, il n'y en a aucun qui sont fonctionnels. On peut aussi être hétérozygote et avoir un allèle fonctionnel et un autre non fonctionnel. Donc là, on sécrète toujours du fucosylactose, mais en moindre quantité. En tout cas, ceux qui n'ont aucun allèle qui fonctionne, ils n'en sécrètent pas, parce que la FUT2 n'est pas fonctionnelle. Donc 20% des individus, c'est pas rien, ça fait quand même pas mal. Il faut savoir qu'il y a une possibilité de faire des tests génétiques de dépistage, hein, pour voir si on a la présence d'un polymorphisme génétique, et donc une FUT2 qui est fonctionnelle ou non. Et donc la supplémentation donc, en fucosylactose, ce sucre-là, est intéressante pour les statuts non sécréteurs, que ce soit les adultes, mais surtout les enfants, on verra pourquoi. Et donc une mère FUT2 non sécrétrice ne produira pas de fucosylactose dans le lait maternel. Donc c'est là où il peut être intéressant, si on sait que voilà, qu'il y a une mère qui est FUT2 non sécrétrice, elle peut en prendre elle-même pour elle, mais par contre, il faudra aussi en donner à l'enfant, parce que dans ce cas-là, la supplémentation, je veux dire, va bénéficier juste à la mère, on n'a pas ce sucre-là qui va se retrouver comme ça dans le lait, et donc il faudra bien évidemment en donner aussi à l'enfant. On peut déjà en donner dès le plus jeune âge? Oui, oui, Il il y a. existe déjà des formules pour les bébés? Alors, il faut savoir que ça, c'est un ingrédient qu'on peut retrouver dans certaines formules, hein, de lait maternisé. Il y a Ah oui. certaines formules qui rajoutent directement le fucosylactose, effectivement. Donc, ça peut être, c'est très bien pour les nouveau-nés, il n'y a aucun souci. Et ben,
on verra après, c'est intéressant. Donc, justement, c'est une bonne chose de le retrouver quand même dans les formules de lait maternisé, hein, parce que bon, bien évidemment, et c'est pas du lait, c'est pas du lait humain, donc il manque certains facteurs. C'est pas pour rien que chaque animal ne va pas chercher son lait normalement chez un autre. Donc voilà, et on sait que ce fucosilactose, il est présent dans le lait humain. On n'a pas les mêmes sucres, hein, dans du lait, par exemple, de vache. On a des bovine milk C'est ça. oligosaccharides, mais du coup pas de human milk oligosaccharides. Mhm. Donc intéressant, effectivement, supplémentation pour le nouveau-né, particulièrement si la mère n'est pas sécrétrice ou s'il y a une prise de lait maternisé qui en contient pas, on peut en ajouter sans souci à côté. Donc le rôle du fucosilactose dans la santé des nouveau-nés, donc on va voir que c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui agit en fait, sur plein de paramètres. Donc il est très connu, ce fucosilactose, pour avoir un rôle prébiotique, hein. Donc il a un effet bifidogène, c'est-à-dire qu'il augmente les bifidobactéries, donc ce sont des bonnes bactéries. Il a aussi un rôle anti-infectieux sur de nombreux pathogènes, bactéries, virus, champignons, certains parasites également. Et donc en fait, ce rôle anti-infectieux, c'est intéressant parce qu'il est expliqué par une sorte de fonction récepteur-leurre en fait. C'est-à-dire que ces HMO sont capables de se fixer sur certaines bactéries pathogènes ou même leurs toxines et faciliter leur élimination en fait. Ça agit un peu comme un hameçon à la pêche pour capturer un poisson. Là, du coup, le HMO va capturer les agents infectieux. Donc il y a vraiment un rôle de protection chez le jeune enfant contre voilà, des bactéries pathogènes ou des virus. Il a aussi un rôle dans le renforcement de la barrière intestinale. Donc il intervient directement dans la prolifération des cellules intestinales, dans la production des mucines. Ce fucosilactose va avoir un effet stimulant sur la production donc, des mucines, et notamment d'une protéine qui s'appelle MUC2. Et il a aussi un rôle positif sur la perméabilité intestinale, puisqu'il va favoriser l'augmentation de l'expression des jonctions serrées qui permettent voilà, de maintenir une bonne intégrité de donc, l'épithélium intestinal. Il a également un rôle sur l'immunité, donc dans le développement du système immunitaire, qui est très important chez l'enfant, hein. C'est là où se fait le système immunitaire, c'est durant les premières années de vie, la première année de vie surtout. Mm. Et il est surtout aussi important pour moduler ce qu'on appelle les réponses TH1, TH2. Donc c'est important qu'il y ait un équilibre entre les deux, puisque quand on penche par exemple trop vers le TH2, on a tendance à avoir un terrain dit allergique. Il a aussi un rôle anti-inflammatoire, hein, ce fucosilactose. Il agit notamment sur cette voie très connue de l'inflammation qui s'appelle NF-κB, et donc il va inhiber cette voie-là. Et il a également un rôle qui a été démontré un petit peu plus récemment sur tout ce qui est neurodéveloppement. On a vraiment des études et chez l'homme et chez l'animal qui montrent un effet positif du fucosilactose et plus généralement des HMO, de la famille des HMO, dans le neurodéveloppement et les performances cognitives, hein. On a des études, par exemple chez Laura, hein, où on a administré du fucosilactose et ça a permis d'améliorer les capacités d'apprentissage et aussi de ce qu'on pourrait qualifier de mémoire de travail, hein, même si c'est chez l'animal. Donc voilà, on a vraiment aussi un effet du coup extra-digestif de ce fucosilactose-là, et c'est vraiment, on se rend compte vraiment là qu'il a vraiment un rôle important dans la santé des nouveau-nés et du jeune enfant. Et donc la question, c'est chez l'adulte, est-ce qu'il a un intérêt, ce fucosilactose, finalement? Ben oui, donc les HMO d'une manière générale, et notamment le fucosilactose, peuvent avoir un intérêt chez l'adulte. Alors là, ça va être important de comprendre quelque chose, de faire la différence entre ce qu'on peut attendre de la supplémentation et ce qu'on peut ne pas attendre aussi. Mm. Euh, Lorsqu'on parle d'une enzyme FUT2 qui ne fonctionne pas, donc il faut déjà comprendre à quoi elle sert. Donc cette FUT2, c'est une fucosyltransférase, donc elle transfère un groupement fucose, donc ce sucre-là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et en tout cas, cette FUT2 permet notamment l'addition donc de résidus fucose, soit sur les mucines, ces protéines constitutrices du mucus, mais aussi sur des molécules qu'on retrouve donc au niveau de la muqueuse épithéliale. Et donc,
on sait que le transfert de ces groupements fucoses, que ça soit au niveau des mucines ou sur des molécules présentes au niveau de la surface de l'épithélium intestinal, vont avoir un effet positif puisqu'il y a certaines bactéries qui vont être capables de dégrader ces groupements-là fucose et donc du coup, on a notamment les lactobacilles, les bifidobactéries et même voilà, la fameuse bactérie Akkermansia mucinifila dont on parle beaucoup, notamment pour son rôle dans l'obésité, hein, on appelle la bactérie anti-obésité. En tout cas, on sait qu'il y a un rôle de ces groupements fucose et il semblerait qu'ils soient importants pour maintenir un microbiote de bonne qualité, puisque certaines bactéries s'en servent un peu comme nourriture. Donc, ce qui est important là de comprendre, c'est qu'il y a des fois une mauvaise compréhension sur ce qui se passe quand on donne du fucosilactose du coup. Donc le fucosilactose qu'on donne en complément, il n'entre absolument pas dans la composition du mucus en lui-même, hein. Le fucosilactose, là, c'est juste quand on le prend en supplément, un donneur de fucose qui va être utilisé par certaines bactéries intestinales. Donc il a un rôle de prébiotique, c'est déjà très bien. On va voir pourquoi. Et c'est important de comprendre surtout que quand on donne le fucosilactose, on ne vient en aucun cas pallier le défaut de fonctionnement du gène FUT2, hein. Mhm. C'est-à-dire que si on apporte ce fucosilactose-là, ça ne restaure pas le fonctionnement du gène, hein. Le gène reste non fonctionnel, d'accord? Et donc, si le FUT2 ne fonctionne pas, c'est vraiment la fonction transfert du groupement fucose qui est donc impactée. Donc, en donnant le fucosilactose, on ne refera pas fonctionner le gène, c'est-à-dire qu'on ne rétablira pas toutes les fonctions qu'il y avait. Par contre, vu qu'il y a certaines bactéries qui se nourrissent du fucose, c'est là où il peut avoir intérêt de donner ce sucre-là. Ce qui indique que quelqu'un qui est type 2 non sécréteur devra en prendre tout au long de sa vie. Alors effectivement, sur particulièrement quelqu'un qui a des problématiques de dysbiose intestinale, Mhm. euh, et souvent on a parfois des gens qui ont des problématiques donc de ce qu'on appelle dysbiose, c'est une perturbation du microbiote. Ça peut être une dysbiose fongique, une action des candidoses, des dysbioses bactériennes, donc un excès de mauvaises bactéries par exemple, un manque de bonnes bactéries. Et donc les gens qui ont des dysbioses intestinales, et particulièrement ceux qui ont des problèmes, qui ont tendance à revenir tout le temps, effectivement, ils peuvent bénéficier d'une supplémentation. Et si on découvre qu'ils sont FUT2 non sécréteurs, ben oui, potentiellement, ils en auront besoin à vie pour éviter que le microbiote se reperturbe et qu'il y ait des rechutes constantes, que les gens fassent par exemple, on a des études chez la femme et notamment, on a un lien avec la candidose. Et donc, du coup, effectivement, un FUT2 non sécréteur ne sécrétera pas à vie puisque c'est Mhm. génétique, donc il y aurait besoin d'une supplémentation au long terme, effectivement. Après, il y a des gens qui sont FUT2 non sécréteurs, qui n'ont aucun souci intestinaux, Et qui qui vivent vit toute très leur bien. vie, Ouais. qui vivent très bien, voilà. Donc Mhm. c'est vraiment individualisé. Disons que, voilà, par contre, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir en tête ce fait-là, c'est que si quelqu'un a des problématiques intestinales, en plus qui semble revenir constamment, la recherche d'un polymorphisme sur le gène FUT2 peut être intéressante. Alors, comme je disais, en fait, ce fucosilactose, il est intéressant pour plusieurs indications, en fait, hein. Notamment, il a un effet sur le microbiote, hein. On a eu des études qui sont intéressées à voir l'effet sur du microbiote adulte, du coup, chez des adultes en bonne santé. Et donc cette étude-là avait montré que, alors déjà qu'on pouvait aller dans des très fortes doses, hein, donc le fucosilactose est très bien toléré jusqu'à 20 grammes par jour. Alors, ce sont vraiment des doses Mhm. qui sont très importantes. On va rarement aussi haut en pratique, sauf dans certains cas, j'y reviendrai à la fin, dans les posologies, les recommandations. En tout cas, ce qu'ils avaient montré, c'est que chez ces adultes en bonne santé, hein, ils avaient pas de problématique de dysbiose intestinale ou autre, mais en tout cas, le fait de leur administrer donc, du fucosilactose, ça avait permis une forte augmentation des bifidobactéries, jusqu'à 25% d'augmentation chez certains individus, ce qui est beaucoup quand même. Et c'était, bon, on remarquait cet effet-là chez les individus qui avaient pris au moins 10 grammes par jour. Dans l'étude, ils avaient essayé 5, 10 et 20 grammes. Ils avaient vu l'effet bifidogène à partir de 10 grammes. Alors bien évidemment, ils ont regardé cet effet-là au bout de 2 semaines. Donc on peut aussi penser qu'en donnant des doses plus faibles, mais sur du plus long terme, on pourrait avoir plus ou moins le même résultat. On a aussi, alors,
j'ai fait une petite sélection d'études, hein. C'est vraiment pour étayer mes propos. Il y en a beaucoup plus, bien évidemment. En tout cas, on a aussi un rôle du fucosilactose qui semble intéressant au niveau de l'inflammation intestinale. On a notamment plusieurs études in vivo, donc chez des modèles de souris, qui montre un effet intéressant de la supplémentation en fucosilactose. Donc là, c'est un modèle qu'on appelle IL-10-KO. Bon, c'est une souris qui ne produit plus d'IL-10, qui est de cytokine anti-inflammatoire. Du coup, bah, elle développe de l'inflammation, parce qu'elle a plus possibilité, notamment d'arriver à tempérer l'inflammation via cette cytokine-là, et donc elle va développer des problématiques intestinales. Et donc, ils ont montré que la supplémentation de ces souris-là en fucosilactose pendant 4 semaines avait permis de réduire de manière significative la sévérité de la colite inflammatoire. Dans ce modèle-là, on avait notamment une réduction des marqueurs inflammatoires, des scores histologiques, c'est-à-dire que certains scores qu'on calcule en fonction de l'état de la muqueuse intestinale, en tout cas, on voyait qu'il y avait une réduction de l'inflammation au niveau de la muqueuse et également une réduction de la perméabilité. On a des liens aussi, quand on regarde la littérature, entre les personnes qui seraient FUT2 non sécrétrices et certaines pathologies intestinales. Donc on a des problématiques On a montré qu'il y avait un lien entre le statut donc FUT2 non sécréteur et par exemple la maladie de Crohn, qui est une maladie chronique inflammatoire intestinale, et aussi d'autres problématiques comme le cancer colorectal. Donc il y a des preuves que les personnes qui sont FUT2 non sécrétrices voilà, pourraient être plus à risque de certaines pathologies. Euh, et alors là, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est le problème du coup du gène et qui ne fonctionne pas bien? Et est-ce qu'une partie des effets, en tout cas qui semblent être négatifs du fait de cette mutation pourrait Mhm. être en partie réversée par le Mhm. fucosilactose. Donc la réponse est sûrement que oui, puisque en fait des études ont montré que chez les patients FUT2 non sécréteurs, on avait une altération du microbiome intestinal, c'est-à-dire Mhm. le microbiome, c'est tous les gènes du microbiote. On avait une altération du microbiote aussi en lui-même, des bactéries, mais aussi de l'expression de leurs gènes, en fait, de leur métabolisme, de leur fonctionnement. Et donc du coup, il semblerait qu'on puisse quand même rétablir certaines choses en donnant le fucosilactose, donc rétablir un certain équilibre dans le microbiote, ce qui pourrait avoir un effet protecteur voilà, chez les personnes qui sont FUT2 non sécrétrices. Et donc, voilà, il peut avoir vraiment un intérêt d'utiliser ce fucosilactose-là pour rééquilibrer le microbiote et réduire les risques d'apparition de certaines pathologies gastro-intestinales. On a aussi des liens entre, alors on n'a pas non plus énormément d'études, mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent en pratique. On arrive à faire le lien et à voir l'intérêt de la supplémentation dans les problématiques de candidose. Donc on avait des études qui étaient, voilà, à la fin euh, un peu avant le début des années 2000, où on s'était intéressé voilà, au statut FUT2 non sécréteur et voir s'il y avait un risque augmenté de candidose. On avait montré qu'effectivement, les femmes qui étaient FUT2 non sécrétrices avaient un risque de candidose vaginale plus importante. Bon, ça n'a pas forcément été derrière prouvé par de nouvelles études. En tout cas, on a d'autres études qui laissent quand même penser qu'il y a un effet des HMO d'une manière générale et du fucosilactose sur le candidat, et notamment in vitro, on avait montré que de manière générale, les human milk oligosaccharides avaient un effet inhibiteur sur le caractère invasif de Candida albicans. Donc il faut savoir que c'est une levure hein, qui peut se transformer sous une forme, on appelle ça IFAL, hein, ça va faire comme des ramifications. Et donc quand c'est sous cette forme-là, c'est une forme assez virulente qui peut voilà, vraiment euh, pénétrer un petit peu, s'immiscer au sein de la muqueuse intestinale. Et on parle vraiment de caractère invasif dans ces cas-là. En tout cas, les HMO semblent être intéressants pour ça. Et en pratique, on a effectivement voilà, beaucoup de retours positifs, en tout cas, de personnes qui avaient des problèmes de candidose, notamment récurrentes, qui étaient FUT2 non sécrétrices et grâce à la supplémentation, qui avaient pu réguler ces soucis-là, bien évidemment avec une prise en charge complète. En tout cas, on a vraiment un lien qui a été fait et un retour des patients et des différents thérapeutes qui disent qu'ils voient effectivement plus de personnes avec des problématiques intestinales, des microbiotes perturbés, des candidoses, qui sont FUT2 non sécréteurs. Il y a
également alors, des liens qui ont été émis, bien qu'on n'ait pas d'études pour prouver ça pour l'instant, mais voilà, on pense si peut-être qu'il y a un risque plus important d'avoir un SIBO, c'est population bactérienne de l'intestin grêle, et on rencontre plus souvent des SIBO chez les personnes FUT2 non sécrétrices. Alors voilà, on n'a pas d'études qui l'ont prouvé, mais pareil, ce sont des observations qui remontent en pratique. Voilà, en tout cas, on comprend que ce sucre-là est quand même important pour l'équilibre du microbiote. Et donc c'est pour cela que là, on va parler un petit peu plus voilà, des dosages recommandés. Donc, ça peut être donné vraiment du bas âge jusqu'à la fin de la vie, de 0 à 100 ans, hein, comme on dirait. Il y a aucune contre-indication, particulière. Chez le nourrisson, hein, le jeune enfant, on peut en donner, plutôt de 1 à 3 grammes par jour. Et les indications, ça va être particulièrement voilà, les mères FUT2 non sécrétrices. Donc si on le sait, ben, on sait que voilà, elle l'aura pas dans le lait maternel. Donc c'est vraiment important de l'apporter en plus à Mhm. l'enfant. Si c'est un enfant qui est nourri au lait maternisé, alors certains laits maternisés contiennent déjà le fucosilactose, mais beaucoup n'en contiennent pas. Donc pareil, il peut avoir un intérêt à le rajouter. Pour tout ce qui est voilà, enfant né par césarienne, dysbiose présente chez la mère, c'est-à-dire que chez des enfants dont on sait qu'ils ont un risque d'avoir un microbiote perturbé, alors quand on est par césarienne, on a un microbiote qui est très différent d'un enfant né par voie, voilà, par voie naturelle, donc du coup on sait qu'ils sont plus à risque d'avoir des Mhm. problématiques de dysbiose, donc on peut avoir un intérêt à supplémenter. Et pareil, si la mère elle-même a des problématiques intestinales, un microbiote perturbé, bien évidemment que bah, elle transfère son Mhm. microbiote à la naissance à l'enfant, et donc il pourrait avoir aussi un intérêt à donner ce sucre-là pour essayer de favoriser un meilleur équilibre du microbiote chez le nouveau-né. Parce que c'est vraiment une période où c'est très important qu'il ait un microbiote en bonne santé, puisque ce microbiote-là va intervenir dans le développement de son système immunitaire. Alors, chez l'adulte, sur les doses usuelles, on est plutôt autour de 2,5 à 5 grammes chez l'adulte, hein, de manière générale, pour les statuts FUT2 non sécréteurs. C'est aussi utilisable à des doses bien plus élevées, comme 10 à 20 grammes par jour, pour un effet prébiotique important sur des durées courtes, hein, notamment pour augmenter de manière importante les bifidobactéries. Donc ça, voilà, ce ne sont pas des dosages qu'on donne habituellement, surtout sur du long terme, hein. Mais en tout cas, on peut faire comme ça des périodes courtes avec des dosages élevés pour vraiment favoriser une augmentation des bifidobactéries. Je dirai un petit mot après, c'est pas un petit tips, on va dire. Euh, donc les durées de prise, bah, ça va être de quelques Donc, si tu mois. permets, si tu permets sur ce point-là, Oui, dis-moi. tu parles de 2,5 à 5 grammes ou chez l'enfant de 1 à 3 grammes, tu passes de 1 à 3, donc le triple, et de 5 à 5, le double. Qu'est-ce qui fait que tu vas plutôt aller vers le 2,5 ou le 5 grammes chez, bien sûr, de l'adulte? Qu'est-ce qui fait, quel dosage tu vas faire pour quel type de patient? Alors déjà, chez le 1 3 grammes, j'ai dit chez le nourrisson et le jeune enfant, bah, chez, Mhm. chez le nourrisson plutôt 1 Ouais, gramme, et chez les jeunes enfants, ouais, voilà, qui ont ouais. 2-3 ans, plutôt 3 grammes. Euh, Mhm. Après, il y a pas de risque, hein, ce qu'il faut se dire, hein, il faut mieux en donner un peu plus. Après, on va aussi adapter en fonction de la tolérance du patient, c'est-à-dire que euh, bien qu'il n'y ait pas de risque, surtout si des fois, alors il faut des fois commencer progressivement, hein, ça aussi c'est important de le dire, Ouais, heu, voilà. il peut y avoir quelques désagréments digestifs comme des Mhm. ballonnements. Alors c'est pas grave, mais c'est désagréable, et donc du coup, des fois, c'est parce qu'on a commencé trop vite. Donc il faut pas hésiter au départ à commencer par des très petites doses, même 0,5 grammes, hein, une pointe de couteau, et après voilà, il faut mieux augmenter progressivement pour que voilà, le microbiote ait le temps aussi de s'y faire, Mhm. qu'on voit si on le tolère bien. Et la dose va être évaluée en fonction de la tolérance. Il y a des gens à 2,5 grammes, ça se passe bien, et dès qu'on augmente, ben, ils commencent à dire ah, je ballonne un petit peu. Donc du coup, ben, on va pas en donner plus si il y a des désagréments intestinaux. Après, pareil, ça va être adapté en fonction de la personne. Heu, Par exemple, on peut décider chez une personne, tout à l'heure j'ai dit qu'il y a des personnes qui sont, homozygotes ou hétérozygotes. Donc hétérozygote, il a un gène fonctionnel, Mhm. par exemple, et un gène, non fonctionnel, donc il sécrète du fucosilactose, mais à une dose, on va dire, plus faible. Donc ça, c'est chez la mère, et en tout cas, il a une enzyme qui fonctionne de, manière moindre. Donc Mhm. on peut chez ces personnes éventuellement
envisager une supplémentation, surtout s'il y a une problématique de microbiote perturbé, voilà, si on analyse du microbiote et qu'on voit qu'il y a des lactobacilles, des bifidobactéries qui sont basses, on peut avoir intérêt à supplémenter. Et là, on peut donner des dosages un petit peu plus faibles parce qu'on se dit, bah, la personne va quand même avoir une enzyme FUT2 qui fonctionne. Donc peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant de fucosilactose. Et par contre, chez quelqu'un de non sécréteur, ben, on peut aller à 5 grammes si on veut. Après, voilà, c'est vraiment à adapter en fonction de l'effet qu'on veut avoir. On peut donner aussi, des fois, j'ai tendance à faire ça, au départ, sur un microbiote très appauvri, donc j'augmente progressivement jusqu'à 5 grammes, je laisse pendant 1 ou 2 mois à 5 grammes, et ensuite je diminue à 2,5 sur du long terme, ne Mm. serait-ce que pour faire baisser le prix du supplément. Si la personne en prendra voilà, à vie, c'est pas mal. Voilà, 2,5 grammes, c'est déjà une bonne dose. Donc on peut rester sur cette dose basse sans problème. Voilà, mais c'est important de se dire qu'on n'est pas obligé de mettre du 5 grammes en se disant: «Je vais aider mon patient, vite», parce que ça peut être, gênant pendant quelques jours. Bien sûr. De toute façon, peu importe le dosage, ça 2,5 ou Mmh. 5 grammes, c'est bien de commencer progressivement. Bien évidemment, Voilà, 5 grammes d'un coup risque d'avoir beaucoup plus de désagréments digestifs que voilà. 2,5, hein, ça c'est clair. Souvent, des doses de 1 gramme posent peu de problèmes. C'est souvent quand on Mmh. commence à passer au-dessus de 2 grammes que des fois on peut voir quelques désagréments. Mais voilà, c'est vraiment personne dépendante et en y allant doucement, on s'affranchit souvent de ce Ouais, problème. Voilà. c'est Hem donc sur la durée de prise, hein, ça voilà, c'est quelques mois à permanent et donc permanent, c'est-à-dire à vie si statut, FUT2 non sécréteur, identifié. Donc le fucoxylactose, c'est intéressant parce que on peut l'acheter sous forme de poudre, hein, et donc cette mmh. poudre elle est facilement miscible dans l'eau, hein, il faut un petit peu mélanger, ça va un peu s'agglomérer au départ, mais ensuite ça se dissout très, très bien. C'est un léger goût sucré, donc pas de mauvais goût, c'est pour ça que c'est bien accepté aussi chez l'enfant. Ça se met très facilement dans un biberon, hein, ça va pas du tout gêner, le goût n'est pas gênant, au contraire. Faut savoir aussi qu'on le retrouve souvent dans des suppléments associés à la L-tréonine. Bon, ça, c'est un acide aminé. Alors, pourquoi on le met souvent avec le fucoxylactose? C'est parce que la L-tréonine est un acide aminé qui rentre dans la composition en fait de la mucine, qui est une protéine majoritaire du mucus intestinal. Et souvent, on rajoute les deux, la tréonine pour aider à la production de mucus et le fucoxylactose pour nourrir les bonnes bactéries, donc notamment les lactobacilles et les bifidos. Heu, autre chose à savoir, parce que ça aussi, souvent des des questions qu'on a, c'est est-ce qu'il y a une contre-indication, du fucoxylactose si on est intolérant au lactose? Parce que les gens, ils voient le mot lactose. Alors, si on est intolérant au lactose, il n'y a pas de problème à prendre du fucoxylactose. Parce que le produit, il est pur on en trouve maintenant sur le marché à plus de 98, et donc les traces de lactose sont infimes, vraiment. Donc pas de problématique s'il y a l'intolérance au lactose. Et donc tu parles de lactose et moi je vais te parler de sucre pour les personnes qui ont un diabète. Puisque dès qu'on parle de goût sucré, beaucoup de gens associent ça à un sucre. Est-ce qu'il y a un souci? Pas de souci? Il y a pas de souci puisqu'il est pas, c'est pas comme le saccharose ou d'autres sucres, Mmh mh. comme le glucose, voilà, bon ça c'est un sucre simple, hein. Il va pas être absorbé. Il se comporte en fait comme une fibre, hein, en Mmh. gros. Il va arriver au niveau du côlon, il va être fermenté par les bactéries, donc il y a pas de souci, voilà, il y a pas de souci derrière de faire Mmh. monter la glycémie, au contraire, en améliorant le microbiote intestinal, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a montré que la supplémentation en fucoxylactose pouvait augmenter Akkermansia mucinifila, qui est une bactérie qui a un rôle positif, notamment sur l'équilibre glycémique. Donc, en prenant du fucoxylactose, ça peut avoir un intérêt et un effet positif pour les gens qui ont des problèmes de syndrome métabolique, d'obésité, et diabète de type 2 également, Mmh. ou résistance à l'insuline de manière générale. Ouais. Donc, pas de souci, au contraire. Alors un petit tips, c'est une étude intéressante qui a été publiée en 2022 et là, c'est vraiment pour, voilà, on va dire une astuce, qui est intéressante à connaître pour vraiment booster les bifidobactéries et au-delà de ça, pour aider à, on va dire, l'intégration d'un probiotique
et sa persistance. Puisqu'il faut savoir que les probiotiques, hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils en prennent, ça va remplacer leur microbiote, et en fait non, pas du tout, hein. À l'arrêt du probiotique, quelques jours après, il s'en va, il ne s'installe pas. Et ben, c'est plus ou moins vrai, puisqu'il y a notamment une étude qui a montré que l'administration en fait d'un probiotique, qui a été le Bifidobacterium infantis, et de fucosilactose. Donc là, on voit bien à très haute dose, à 18 grammes par jour, ça permettait en fait une sorte d'intégration du probiotique et sa persistance dans le microbiote. Mhm. Donc, c'est-à-dire que même si on arrêtait le probiotique, qu'on continuait le fucosilactose à haute dose, on voyait vraiment voilà, persister ce probiotique-là, et on avait vraiment une détection très importante donc, de bifidobactéries. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, et en tout cas c'est réversible, c'est-à-dire à l'arrêt du fucosilactose, on a ces bactéries qui s'éliminent. En tout cas, voilà, c'est un moyen pour augmenter la persistance d'un probiotique dans le microbiote du patient, et d'augmenter de manière voilà, temporaire, de manière très importante, la quantité de bifidobactéries. Donc voilà, c'est une petite astuce à connaître. Et bon, et le mot de la fin, on finira sur ça, c'est voilà, donc le fucosilactose, c'est, comme vous l'aurez compris, un composé d'intérêt à tout âge, donc autant chez le nourrisson, le jeune enfant, mais aussi pour l'adulte. Et c'est un composé d'intérêt pour avoir donc, du coup, notamment un microbiote en bonne santé. Bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser en commentaire sur YouTube. Aucun problème, on les lira, on tâchera d'y répondre. Si pas par écrit, s'il y en a trop, on répondra peut-être pas par écrit, mais on vous fera un live un de ces jours pour que vous puissiez venir poser vos questions en direct à Christian. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Merci Christian. Salut, c'est Eric.